Bonsoir à tous et bienvenue à ces huitièmes de finale du concours d'éloquence d'Égosthène. Merci beaucoup d'être venus. Vous allez assister ce soir à 4 joutes oratoires qui vont voir s'opposer à chaque fois 2 candidats. L'un défendra le pour, l'autre le contre. Ils seront ensuite tous les 2 soumis aux questions du jury. Le pour commencera en parlant 5 minutes, le contre répondra pendant 10 minutes et le pour reprendra enfin pendant 5 minutes. Ils seront jugés sur des critères d'attribution qui sont toujours les mêmes. La qualité de l'argumentation, la qualité de l'expression orale, la diction, l'attitude face au jury et aux contradicteurs, et enfin le respect du sujet. Pour cette première joute, sur le sujet « Nabila est-elle recyclable ?», défendra le pour M. Lucas Manivelle et défendra le contre M. Théophile Arnaud. On commence avec le pour M. Lucas Manivelle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs du tribunal, Messieurs les jurés, c'est le cœur lourd que je me présente aujourd'hui devant vous, alors que comparée Nabila Grange-Benatia, ma cliente, dans une affaire de tentative d'impélicide volontaire et de violence volontaire aggravée contre la langue française et à titre subsidiaire sur son compagnon. Mais ne soyez pas dupes, nous savons tous ici que le véritable but de ce procès est de déterminer si ma cliente est bien recyclable pour la société française ou si vous devez décider d'une mise à l'écart définitive pour ces crimes et pour le risque de récidive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs du tribunal, demandez-vous d'abord, de quelle justice nous pouvons disposer quand celle-ci enferme en détention provisoire ma cliente, une jeune fille aussi libertine que Nabila, et ce, au simple motif fallacieux que l'omniprésence de ces fautes d'orthographe dans les médias de tout type ferait peser un risque sur la vie et la santé mentale de l'académicien Jean d'Ormesson. Quelle est cette société qui utilise le même mot recyclage pour parler à la fois de la réhabilitation des déchets et de la réinsertion des prisonniers et des travailleurs? Larousse lui-même le dit, qui ne se trompe jamais. Aujourd'hui, à l'entrée recyclage, nous avons 2 définitions qui cohabitent. C'est à la fois l'ensemble des techniques ayant pour but de récupérer les déchets afin de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus, et la formation complémentaire qui est donnée à une personne afin qu'elle s'adapte au progrès dans sa profession ou qu'elle puisse reprendre une nouvelle activité pour s'insérer dans la société. Il n'est pas de ma compétence de déterminer si les excroissances mammaires, que ce soit le Père Noël ou les appâts de ma cliente, sont des ordures. Néanmoins, quelle que soit la définition que vous choisirez, pour laquelle vous opterez, je vous prouverai que tout chez ma cliente, parfaitement tout, est recyclable. D'abord, c'est une experte dans le domaine. Avec elle, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, devient les aigles ne volent pas avec les pigeons. Elle réactualise l'histoire de la Révolution et son enseignement en déclarant « Je vis sans diplôme et sans culotte ». L'histoire de sa vie, c'est l'histoire d'une usine à traitement des échecs. Après les soirées adolescentes perdues dans les boîtes de nuit en Suisse, après une tentative d'escroquerie ratée, elle tente finalement de devenir mannequin, mais elle finit mannequin en bois, et dans la mode, elle ne fait pas long feu. Finalement, sa place, elle la trouve dans la télé-réalité,
aussi connue sous le nom scientifique de télévision poubelle. Pourtant, même dans cette benne à ordures, elle réussit et elle n'est pas mise au rebut. C'est un phénix qui toujours renaît de ses cendres dans la lumière médiatique, même si on ne peut pas dire qu'elle y brille par son intelligence. Elle a fini par avoir sa propre émission, Allo Nabila, qui gagnera un Gérard de la télévision 2014 dans la catégorie projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations débouchent chez Énergie 12. Quoi de plus éloquent? Tout chez elle est recyclable, sa pensée liquide et sa plastique corporelle. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoin, Sofiane, ex-compagnon, 27 ans, chanteur, qui affirme en musique « J'ai maté ce boule qui valait de l'or ». L'or, monsieur l'avocat général, 41 028 € le kilo. Et là, on ne parle pas de quelques grammes recyclés grâce aux ordinateurs. On parle de plusieurs kilos. Alors, je sais bien que la justice n'est pas vénale, mais en période de dizaine budgétaire. Et son visage. Son visage. Mais sur son visage, elle promène assez de peinture pour avaler toute la façade de l'hôtel de ville. Alors permettez-moi de vous dire que définitivement, je pense que le physicien Lavoisier, reprenant le grec Anaxagore, disait vrai quand il enseignait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cher auditoire, cher jury, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Nabila est-elle recyclable? Nabila est une jeune femme de son vrai nom Nabila Benatia, franco-suisse. Après avoir effectué des études dans le domaine de l'aéronautique et de la physique quantique, cette jeune femme brillante et talentueuse entame une carrière dans des instituts nationaux et internationaux de recherche les plus prestigieux. Excusez-moi, j'ai oublié de rappeler que c'était la définition qu'elle donnait elle-même de son cursus. Lorsque j'ai vu ça, le doute m'a effleuré. Et je me suis donc naturellement tourné vers des biographes plus objectifs. Il semble que la jeune fille de 22 ans soit titulaire de son brevet des collèges. Ça n'est tout de même pas rien. C'est une amatrice de jeux télévisés et autres émissions culturelles de haut niveau, telles que Les Anges de la télé-réalité ou Secret Story. Elle est notamment célèbre pour avoir prononcé la maxime suivante. « T'es une fille et t'as pas de shampoing. Non mais allô quoi. C'est comme si je te dis « T'es une fille et t'as pas de cheveux quoi. » Merci. Merci Nabila d'avoir gratifié l'humanité de ta science. De même, il lui est arrivé de faire référence à la très discrète, mais non moins très fameuse, guerre mondiale de 1978. Et pour cause, elle est la seule à l'avoir vue. En clair, comme on dit en Provence, autant essayer de tuer un âne à coups de figue molle, plutôt que de chercher le moindre neurone bien portant chez cette gourde truffe de tous les instants. À présent, vous voudrez bien, cher auditoire, que j'aborde la question du recyclage. Qu'est-ce que le recyclage? Le recyclage, mon contradicteur en a déjà donné la définition, je n'abuserai donc pas plus de votre temps. Le recyclage, comme vous l'avez compris, suppose l'acte d'une réutilisation de la chose qui est usée. Un bien qui se recycle est donc un bien qui se perpétue dans l'avenir, se régénère, se reproduit de lui-même en quelque sorte. Croyez-vous que Nabila soit un déchet recyclable? À titre personnel, je ne le crois pas. Lavoisier, qui était chimiste et qui avait étudié la matière, nous avait gratifié de la formule suivante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par exemple, nous pouvons fabriquer des pullovers en recyclant des bouteilles en plastique.
Le carton peut servir à faire du papier. Et le verre, le saviez-vous, est une matière qui se recycle à l'infini. Enfin, une équipe de chercheurs allemands vient juste de découvrir un ingénieux procédé pour faire tourner un moteur avec des selles d'éléphant. Donc recycler du plastique, du carton, du verre, des excréments, tout cela est possible. Mais recycler Nabila, croyez-vous que ce soit possible? Sérieusement, est-ce que vous voyez Nabila se reproduire d'elle-même, alors que toute l'existence de ce triste mollusque cérébral n'est qu'un grand sabbat à la gloire du coït, de la fornication, ceci dans le désir effréné de séduire tout ce qui ressemble de près ou de loin à un être phallique. Donc non, je crois pouvoir affirmer que Nabila n'est pas recyclable. Pareillement, des scientifiques ont expliqué que le corps humain est composé à plus de 80% d'eau, et qu'à ce titre, il est presque entièrement biodégradable. Ainsi, le corps humain est d'une certaine façon recyclable, puisqu'en se décomposant, il génère de l'engrais pour l'environnement dans lequel il repose. Il nourrit et rend pour la dernière fois un peu d'énergie à la terre sur laquelle il a vécu. Mais si c'est le cas pour une majorité d'entre nous, notre corps est biodégradable. Pensez-vous que ce soit le cas pour Nabila? Vous en avez parlé de la peinture qu'elle a sur le visage. Croyez-vous qu'elle soit biodégradable, cette peinture? Avez-vous vérifié qu'elle était bio? Avez-vous une idée de la formule chimique du corps de Nabila? Et surtout de la quantité d'éléments hautement toxiques qui le composent? Silicone, collagène, acide hyaluronique, polypropylène, propergol, pétrole brut, plâtre, colle à bois, scotch, agrafe. Vous croyez que tout ceci est biodégradable? Non, Nabila n'est pas biodégradable. Nabila n'est pas une femme bio. Et elle n'est pas recyclable non plus. Il faut accepter que tous les déchets ne soient pas recyclables. En France, par exemple, nous allons nous débarrasser des déchets de nos centrales nucléaires, qui sont de l'uranium hautement radioactif, en le jetant au fond de l'océan Arctique, non sans l'avoir solidement enfermé dans d'énormes blocs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur auparavant. À titre personnel, je ne suis pas contre le concept d'une nouvelle émission qui serait Nabila au pôle Nord. Je vois d'ici l'intrigue de l'émission. Nabila sur la banquise. Va-t-elle réussir à séduire Monsieur Pingouin par moins 40 degrés dans son bikini doré? Enfin, je crois que si la palabre et la dérision constituent un moyen adapté pour traiter un sujet invitant à l'ironie, il nous appartient maintenant de nous interroger. J'aimerais que vous me permettiez à présent, cher auditoire, d'explorer le sujet avec un sérieux plus avancé, dans toute sa profondeur et, malheureusement, d'une façon moins drôle. Il nous appartient en effet de nous interroger sur la question suivante. Pourquoi Nabila se conduit-elle de la sorte? Elle est célèbre, il est vrai, mais tous les peuples de France et de Navarre voient en elle un sujet de moquerie, une sorte d'objet infirme, une idiote incapable, tout juste bonne à remuer le postérieur pour réveiller la testostérone de quelques mâles avachis dans leur canapé, les yeux grands ouverts sur une plastique explosive qui transperce le petit écran. En droit, comme nous l'a appris le professeur Marmaillou lorsque j'étais en première année, nous distinguons les choses des personnes. Mais le problème avec Nabila, c'est que cette distinction tend à s'estomper. Qu'est-ce qui rapproche en droit les biens des personnes? La réponse à cette question est très simple. C'est le statut de l'esclave. Oui, c'est le statut de l'esclave qui rapproche les biens des personnes en droit. En effet, j'affirme que Nabila est une esclave de son corps, une esclave de son image, une esclave de l'imbécilité sur laquelle elle a construit toute sa notoriété. Je crois pour ma part que la dignité est le corollaire de l'indépendance. Point d'esclave n'est digne. Ah, elles sont loin, les Marie Curie et les suffragettes de 1946, qui luttaient pour la dignité. Moi qui croyais que nous étions dans une société libre, où chaque personne était dans la conquête permanente de plus de dignité par l'exercice
des vertus du corps et de l'esprit. Quel naïf j'ai pu être! Ce qui m'inquiète et ce qui m'accable, c'est le sort que l'on fait aux femmes dans ce genre d'émission. Ce qui m'inquiète et ce qui m'accable, c'est de constater que je suis seul quand je m'énerve contre ces démons. De plus, faut-il encore aborder la question de l'exemple dispensé par Nabila, qui, malgré le vide sidéral qui se situe dans sa boîte crânienne, qui malgré le vide sidéral qui remplit le volume de sa boîte crânienne, invite des adolescentes innocentes à l'imiter. Nenni, nous affirmons que la société doit être protégée de ce genre de personnes trop suggestives dans leur décadence. Je crois que l'exemple cruel de Nabila nous impose de faire le constat suivant. Une personne libre reste libre de se couvrir de honte et de déshonneur. Ainsi, peine perdue, elle déroge lourdement à la maxime de Bossuet qui est la suivante. Dans les grandes actions, il faut uniquement songer à bien faire et laisser venir la gloire après la vertu. Cherchant à se couvrir de gloire sans jamais avoir eu la moindre vertu, la pauvre Manon semble s'être trompée dans le sens de la vie. Nabila est-elle recyclable? Non. Non. Et quand bien même elle aurait pu être recyclable, il ne faudrait pas la recycler. Laissons à la nature le soin de reprendre pour toujours les horreurs dont elle nous a accablés pour un temps. Merci. Monsieur l'avocat général, je dois d'abord vous souligner une erreur. Biodégradable, ce n'est pas la même chose que recyclable. Effectivement, les ballons de Nabila ne sont pas biodégradables, mais avec des ballons en plastique, vous pouvez faire une centaine de bouteilles d'eau pour aller hydrater les enfants du Sahel. Donc ce n'est pas parce que son corps n'est pas biodégradable qu'on ne peut pas la recycler. Ensuite, vous avez dit que Nabila était une esclave. Esclave de son imbécilité, esclave de la télé-réalité, des dérives de notre société. Je vous rejoins totalement. Mais c'est pour cela que j'affirme qu'il ne faut pas l'enfermer, mais au contraire l'aider à se recycler dans notre société. Certains voudraient envoyer Nabila, ma cliente, au tout à l'égout carcéral, alors qu'elle vit déjà dans le tout à l'égo médiatique. Milieu si bien décrit et critiqué par le philosophe Régis Debray. Messieurs les jurés, je reconnais volontiers que ma cliente a déjà fait face aux affres de la justice suisse. Mais sa tentative d'escroquerie, elle l'a ratée. Sa tentative d'homicide sur son compagnon, échouée. L'appel aux pompiers, avec une histoire si incohérente, elle s'est vendue à la police. C'est une criminelle en carton. Et pour elle, comme pour beaucoup, la prison, ce serait l'école du grand banditisme. Cela aggraverait les risques de récidive, monsieur l'avocat général. Alors qu'aujourd'hui, elle est pleine de remords, pleine de bonne volonté. Et elle possède de nombreuses compétences qui permettraient, avec votre aide et un accompagnement adéquat, de se réinsérer, de réintégrer, de se recycler au bénéfice, certes mesuré, de la société française. C'est pourquoi, si je suis ici aujourd'hui, en tant que sa dernière défense, c'est pour vous demander d'œuvrer en sa faveur, d'œuvrer en faveur de son recyclage dans notre société. J'ai devant les yeux, à propos de ses compétences, le rapport d'étude de CEPIP. CEPIP, monsieur l'avocat général, le conseiller pénitentiaire à l'insertion et à la probation, qui m'indique 3 pistes de recyclage.
possibles pour Nabila. Donc j'ai de l'espoir et j'espère que vous en aurez aussi. La première, une reprise des études en droit. Et oui, parce que, en effet, comme le note le conseiller, un plan en 2 parties, elle connaît. La deuxième piste qui est indiquée dans le rapport, c'est la piste du recrutement par l'armée. En effet, des proches l'affirmaient, il ne faut jamais désespérer des imbéciles, on peut toujours en faire des militaires. Eh bien, je vous l'affirme aujourd'hui, et comme ça vous aurez la vérité, plus que ce qu'indiquent ses biographes, monsieur l'avocat général. Nabila, c'est du silicone de la tête aux pieds. Et la deuxième qualité pour un militaire, c'est l'audace. Or, quand elle parle de sa relation sexuelle, elle dit « Moi, dès la première fois, je me suis jetée à l'eau. » Donc vous voyez, Nabila, une militaire parfaite. Et enfin, la troisième piste, qui est peut-être la plus évidente dans le rapport, c'est le conseil en communication. Facebook, Twitter, la téléphonie, le social networking, le web communication, tout ça, elle maîtrise. C'est un véritable satellite de télécommunication à elle toute seule, Nabila. Et je vous rappelle qu'elle a déjà conseillé le président de la République. Elle lui avait affirmé « C'est triste pour un président de ne pas faire le buzz. Il faudrait qu'il fasse quelque chose, une sextape, je sais pas, un truc marrant. » 2 mois plus tard, l'affaire Gaillet sortait sur la place publique. Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui de nous aider à recycler ma cliente. Car nous avons notre part de responsabilité dans la situation où elle est aujourd'hui, provoquée par les dangers et les dérives de la télévision que dénonçait déjà le philosophe Karl Popper. Et dans un pays qui a mis au rang constitutionnel la charte de l'environnement en 2004, pouvons-nous être un peuple qui ne recycle pas ses poubelles? Victor Hugo, dans Les Misérables, fait dire à l'inspecteur de police à propos du bagnard Jean Valjean: les criminels sont irrécupérables. Rien de bon, on ne peut en tirer rien de bon. Et pourtant, dans cette fable, il va montrer une histoire de réhabilitation. Il va prouver que la justice est capable de miracles. Alors s'il est vrai que Nabila ne connaît même pas Jean Valjean, j'aimerais, messieurs les jurés, que vous tâchiez de ne pas devenir Javert. Sans micro. Alors, la question s'adresse aux 2 candidats. Après ce que vient de nous dire M. Ménivel à propos de la possibilité pour Nabila de reprendre ses études en droit, pensez-vous qu'elle puisse se reconvertir en professeur de philosophie du droit? Eh bien, vous en demandez beaucoup tout de même. Je veux bien que le système soit capable de miracles, mais Nabila, un professeur de philosophie du droit, non. Philologie peut-être, vu les expressions absolument néologiques dont elle nous fait part, mais philosophie, à mon avis, ça demanderait un peu trop d'esprit. Pour ma part, je dirais que si Nabila est recyclable, si Nabila peut entrer dans une fac de droit, si Nabila peut devenir militaire, elle peut aussi devenir professeure de philosophie du droit. Mais nous savons bien qu'elle ne peut rien de tout cela. Merci. Donc une question pour Toledo aussi. Donc, dans l'hypothèse où Nabila est un déchet recyclable, ainsi que pour prendre quelqu'un de son profil, Paris Hilton, est-ce que ça ne ferait pas naître beaucoup de vocations d'éboueurs? Si vraiment on admettait que Nabila et Paris Hilton étaient des déchets, eh bien, je continuerai de dire qu'il faut leur éviter la poubelle pénitentiaire.
Et plutôt que des vocations d'éboueurs, je préférais qu'elle fasse naître des vocations d'astronautes. Quitte à s'en débarrasser, autant qu'on les envoie en orbite, parce que là-haut, elles retrouveraient le vide spatial qu'elles côtoient déjà entre leurs deux oreilles, et au moins, là-haut, c'est en paix et en privé qu'elles pourraient s'envoyer en l'air. Vous semblez affirmer que Paris Hilton comme Nabila sont des déchets. En effet, pour nettoyer ce genre de déchets, je crois qu'il va falloir beaucoup frotter. Et il va falloir recruter aussi beaucoup d'éboueurs. On parle de Nabila et de Paris Hilton comme étant des bombes atomiques. Mais vous savez aussi bien que moi que tous les déchets nucléaires ne se recyclent pas. Alors j'ai une question pour M. Manivelle. Tout d'abord, feriez-vous de Nabila une des grandes prêtresses de l'économie circulaire? Je pense en effet qu'on pourrait lui décerner un prix, voire un prix Nobel en économie circulaire, parce qu'elle a démontré finalement que l'économie de manière classique, et l'économie et la sociologie de l'économie notamment, expliquent qu'il y a un paradigme imposant aux milieux défavorisés, aux imbéciles, aux ratés, à tous les exclus de la société, une place dont il est très difficile de sortir. Et Nabila, si protéiforme, incroyable, elle est capable de devenir riche, de devenir célèbre, elle fait 3, 4, 5 métiers différents, en recyclant les mêmes bêtises, la même personnalité, le même personnage de façade. Donc je pense que oui, Nabila, c'est un incroyable postulant pour un prix en économie circulaire. Maintenant, une question pour M. Arnaud. La femme-objet est-elle un concept indéterminable? Si c'est un objet, il est déterminé. La femme-objet, non, ce n'est pas un concept indéterminable, je ne crois pas. Je crois que c'est un concept que nous connaissons malheureusement trop bien aujourd'hui et dont il faudrait apprendre à se passer, en se passant des gens comme Nabila. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la deuxième joute et j'en profite pour indiquer au jury que le micro a priori est réparé, même s'il y a un petit Je cherche les deux parties. Elles sont là. On peut aller dans l'autre et comme on est passé en preuve.
Il y a 4 minutes, En fait, on est obligé d'attendre parce qu'à cause de cette histoire de câble, on n'a pas le choix en fait. C'est en direct. Au moins, on voit que c'est très officiel. Parce que
bientôt reprendre, donc tous ceux qui sont à l'extérieur et qui m'entendent et qui veulent assister à la prochaine joute, merci de rentrer très vite. Allez, soyez là. Oui. Ok, ouais, voilà. Sinon, on s'en sort. Je sais que ça va faire ça à chaque fois, mais là on la porte. Faire des câbles d'attente. Ou alors il y a quelqu'un qui tient la porte. La fermer sans la fermer. Bon, avec la team On va avec beaucoup de retard passer à la deuxième joute, navré pour ce petit souci technique. Donc deuxième joute, Google est-il ton ami? Défendra le pour Monsieur Maxime Torrent et défendra le contre Monsieur Théophile Arnaud. On commence avec le pour. Non, pardon. Maxime Levin. Maxime Levin, pardon. Excusez-moi, j'ai eu la mauvaise. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est défendra le pour Monsieur Maxime Torrent et défendra le contre Monsieur Maxime Levin. On commence avec le pour Monsieur Maxime Torrent. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, voici une question très importante et que pourtant nous ne posons jamais, celle de savoir qu'est-ce qu'un ami? Est-ce un compagnon de route? Est-ce une personne que nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour l'appeler ainsi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui nous avons nos habitudes, nos rituels, un peu comme la pizza du vendredi soir? Est-ce que c'est ce type qui a passé sa soirée au Mistral, qui a abandonné cette fille qu'il draguait pour nous taper dans le dos pendant qu'on vomissait et qui nous a proposé de nous héberger le temps de décuver? Un ami, c'est bien plus que ça. L'amitié, disait le père Antonin Sertilange, c'est l'union enrichissante de deux êtres. Et puisque nous sommes justement dans un lieu, la faculté, où nous cultivons le savoir, mais où nous cultivons aussi nos amitiés, pour qu'elles soient plus florissantes, enrichissantes et résistantes, nous avons de nos amis en faculté des compagnons de route qui nous accompagneront le plus souvent, le plus longtemps, et j'aime à le penser aussi jusqu'au bout. Alors revenons un peu en arrière, en 1998, époque glorieuse où la France remportait pour la première fois, et sans doute pour la dernière, la Coupe du Monde de football. Époque glorieuse où, sur les bancs de l'école primaire, avec nos amis d'alors, que nous appelions
nos copains, nous étions à la tête d'un business très lucratif en matière de billes et de cartes Pokémon. À ce moment-là, naissait Google, fruit de l'amitié de Sergey Brin et Larry Page, qui s'étaient connus en maîtrise d'informatique sur les bancs de l'université de Stanford. À ce moment-là, Larry Page était désespéré face à ce travail colossal qui était le rapport de recherche de master. Il ne savait pas où rechercher les informations à la bibliothèque universitaire, et il savait encore moins comment rechercher les informations sur Internet. Sergey, qui regardait alors une énième rediffusion d'Aladin à la télévision, disait qu'ils valideraient certainement leur semestre, si seulement ils avaient un génie à disposition dans leur ordinateur, qui leur donnerait toutes les informations nécessaires à la codification informatique du comportement des nanoparticules en terrain hostile. Leur sujet de mémoire, ça ne s'invente pas. Évidemment, c'est comme ça qu'est né Google, du moins l'idée. Ensuite, le moteur de recherche est né. Et évidemment, en digne BFF, Best Friends Forever, Sergey et Larry avaient une passion commune. Pas celle de l'informatique, ni même celle de la philosophie. Encore moins celle du sport, non. C'était une passion plus matérielle. Celle des pépettes, des sous, du flouze. Et aujourd'hui, les voilà comblés, puisqu'ils sont tellement riches qu'ils pourraient s'acheter une dizaine d'équipes du PSG ou même le Qatar eux seuls. Si ça, ce n'était pas une relation enrichissante. Le père Serquilange serait fier. Google, c'est donc la relation qui unissait les deux meilleurs amis du monde et qui voulait la partager à ceux qui ne la connaissaient pas. Les geeks. Le geek, cet être veule, aux cheveux gras, qui ne noue aucune relation avec ses semblables, de peur d'avoir en face d'eux un extraterrestre qui voudrait les enlever pour les disséquer. Voilà que Larry et Sergey leur offrent ce qu'ils ont de meilleur, l'amitié, grâce à Google. Mais à nous, pauvres juristes, non geeks, aux cheveux doux, soyeux, aux relations sociales prolifiques, quand nous n'avons pas de TD à préparer ou de colle à réviser. Google est-il notre ami? Évidemment oui, du moins il est le mien. Google est ce compagnon qui m'a accompagné durant mes longues soirées de travail, de révision, à qui vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même les plus bidons, dans le genre « Larry Blanco, c'est quelle année déjà ?» Il vous répondra et ne vous en tiendra pas compte, parce qu'il est là pour ça. Google, c'est votre compagnon de travail, il va vous aider à préparer votre plaquette de TD, et même si vous le lui demandez, il vous dira combien de coups de fouet vous encourez pour avoir plagié votre séance de conspit sur auboulot.com. Alors regardez sur votre gauche. Maintenant, regardez sur votre droite. Combien de vos amis feraient ça? Trop peu? Aucun? Il y en a au moins un. Cet ami, c'est Google. Je vous remercie. Google est-il ton ami? Alors, je suis heureux qu'on nous fasse le joli petit conte de Google, de Sergey, qui a ses petits copains de fac, qui a en fait le désir de tout simplement d'avoir quelques informations sur quel peut être son sujet d'étude, quelle peut être ses possibles recherches pour son futur master, etc. C'est un joli petit conte qu'on nous raconte. Mais qu'est-ce qu'est vraiment Google? Alors, en effet, Google c'est très pratique pour faire des petites recherches, quand on est pour s'occuper le samedi soir. Bientôt, on va nous guérir avec Google. On nous assistera quotidiennement à l'aide de nos smartphones, à l'aide de toutes les petites applications que Google est en train de créer. Mais concrètement, pour nous, qu'est-ce que Google? Alors, il y a un grand nombre d'étudiants, je pense, dans la salle. Et pour l'étudiant, il a une vie numérique. Et il a une vie numérique grâce à Google. Et je définirais la vie numérique de l'étudiant en deux phases. La première,
de vie numérique, elle est belle, elle est insouciante, elle est naïve. Hein, c'est le moment où je crois qu'il faut mettre toute sa vie, toutes ses expériences sur les réseaux sociaux et qui seront référencés après sur Google. Hein. C'est le moment où on croit qu'il faut pouvoir commenter le moindre petit article dans un journal et puis le signer de son nom et parfois avec un orthographe attentatoire aux droits de l'homme. Et oui, attentatoire aux droits de l'homme, car l'orthographe en licence 2, c'est pas vraiment ce qui nous occupe le plus. Moi, mesdames et messieurs, j'ai défendu Audrey Pulvar sur un site de forum quelconque, parce qu'à l'époque, elle avait remis sa démission parce qu'elle était journaliste et qu'elle ne pouvait pas être journaliste avec Arnaud Montebourg. Et bien, Audrey Pulvar, elle a plein de fans sur Internet. Et ces fans, ils aiment les petits commentaires, et après, ça arrive en top list, vous savez, de Google. Ça, c'est bien. Au départ, on est content quand on a ce genre de réaction. Mais arrive la deuxième phase de la vie numérique de l'étudiant. Et cette deuxième phase, c'est la phase où on se dit, ben tiens, qu'est-ce qu'un employeur chez qui je candidaterai pourrait trouver si jamais il tapait mon nom sur Google? Et là, quand vous faites l'expérience, je peux vous garantir que vous pleurez des jours et des jours sur votre clavier parce que vous êtes consterné par ce que vous avez fait il y a encore 2 ans à peine, et vous dites, j'étais à ce point immature. Voilà ce que Google vous permet. Voilà ce qu'il révèle Google en vérité. C'est le gentil petit ami qui vous révèle les pires images de votre vie de lycéen. Vous savez, les images des vies de lycéens où, dans une soirée du BDE, vous avez l'œil à moitié tordu, la main au nez, et en général, c'est vers 3h du mat, et c'est cette photo-là qui va ressortir en top hein, sur Google. Alors, moi, parce que ça m'est arrivé avec mon commentaire hasardeux que j'ai fait sur Audrey Pulvar, je pensais que mon salut allait arriver, vous savez, cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est très marrant, je l'ai allé vite, du 13 mai 2014, il nous disait, on peut maintenant vous déréférencer sur Google. Sauf que le problème, moi que j'avais et que vous aurez, hein, c'est que sur Google, vous avez des homonymes, hein, des gens qui portent le même nom, prénom que vous. Et à ce moment-là, si vous êtes déréférencés, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui restent. Vous savez qui c'était mes 2 homonymes? Le premier, sa photo de Facebook sa photo de profil de Facebook, qui est donc référencée sur Google, c'est un casque avec un petit lutin dessiné dessus, et sa grande passion c'est le tuning et le foot. C'est pas les 2 compétences que j'aimerais voir ressortir chez un employeur. Alors, le deuxième homonyme, c'est une espèce de beau gars de 1m85 avec des abdos et des pectoraux comme ça, qui prend des postes à tout va. Et finalement, je pense que les gens qui vont me voir arriver avec mes 10 kilos en trop et mon 1m75, ils vont être un peu déçus. Alors, la solution c'est quoi? La solution c'est d'exister sur Google. Existe encore. Donc je me suis créé des Pinterest, des Instagram, des Facebook, des Twitter pour combler et pour essayer d'être le plus visible possible sur Google pour que mes 2 boulets, qui sont mes 2 homonymes, n'apparaissent pas. Mais ça, Google ne m'en a pas laissé le choix. Drôle d'ami. Et cet exemple-là, il est valable pour vous aussi parce que vous allez être confronté à ces situations-là. Je vous le garantis. Alors, ensuite, il y a le débat, parce qu'il faut porter un débat sur ce qu'est Google. Hein. Alors, il y en a qui sont partisans de dire que la technologie, c'est quelque chose de génial, de super, qu'on peut tout faire finalement avec Google. Et si on regarde les applications qu'ils veulent donner à leurs projets futurs, c'est Internet de partout dans le monde, c'est des grands projets humanitaires. Waouh! Sauf qu'il faut se questionner un peu sur la technologie. Il faut se questionner sur cette technologie et la foi ébahie de l'homme à l'égard de la technologie, on ne l'a plus depuis le 19e siècle, depuis les révolutions industrielles qui se clôt sur la boucherie mécanisée qui est la Première Guerre mondiale. Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, nous décrit ces nations sûres de leur puissance qui se jettent dans la guerre comme pour tester l'efficacité de leurs canons, de ces techniques qu'ils ont mis en place et qui finalement les ruinent et conduisent leur population à la ruine. Donc il faut se questionner sur la technologie. Alors qu'est-ce que Google? Google justement, c'est pas simplement le petit moteur de recherche, le Google Search, le petit compagnon de travail très sympathique, on va regarder
les arrêts du Conseil d'État ou je ne sais quoi. Pour nous, amis juristes, et oui, c'est pratique. Non. Google, c'est une multinationale. C'est une multinationale qui est l'une des plus grosses capitalisations boursières du monde, avec un chiffre d'affaires en 2013 de 50 milliards. Et Google, ça rachète tout. Hein. De partout, vous avez du Google maintenant sur Internet. La moindre petite start-up qui se crée et qui a un peu de succès, hop, Google l'attrape et en fait sienne. Alors on peut se demander pourquoi elle fait ça, parce que parfois ces sociétés, elles ne dégagent pas profit, elles ne dégagent rien. Et on peut se questionner alors sur pourquoi Google rachète. C'est tout simplement parce qu'elle cherche un pouvoir, une influence qu'elle peut avoir sur nos choix, une influence dans l'information qu'elle peut avoir sur nous, et une influence sur l'information qu'elle peut nous envoyer. Et en ça influe sur les choix qu'on peut faire dans le futur. Je m'explique. D'une part, nous donnons des informations à Google. Elle les revend à des sociétés commerciales. Vous savez, c'est les sociétés sur le bord de votre page, de votre superbe page Google, de votre super ami. Ces informations publicitaires qu'on trouve sur le bord de cette page. Donc. Et on ne choisit pas d'avoir ces publicités, on nous les impose. L'autre question, c'est qu'elle est le canal de toutes les informations, de toutes les sources d'informations. Et en ce sens, elle peut influencer notre jugement. On ne le voit pas parce qu'on est dans des sociétés relativement démocratiques, mais il y a une possibilité d'influencer nos jugements qui est offert à Google. Et dans des sociétés totalitaires telles que la Chine, le pouvoir censure via Google et donne juste un minimum de prise d'information à ses citoyens via ce réseau social, via ce moteur de recherche et via toutes les applications de Google. Ça pose un véritable questionnement et une véritable question de choix démocratique. Alors, l'autre aspect qui est encore plus dérangeant pour cette multinationale, c'est le versant Google dans le futur. Hein. C'est les projets de Google. Alors, Google, maintenant, se lance dans la médecine génétique. La multinationale se propose de codifier, de classer nos génomes à des fins d'analyse médicale. Hein, on nous promet des gains de vie faramineux. Hein. Grâce à ces technologies-là, on pourra vivre 100, 200. C'est ce qu'ils nous annoncent. C'est ce qu'ils nous annoncent. Mais a-t-on seulement le choix? Et que coûteront ces technologies? Et ça pose un gros problème d'égalité aussi par rapport au droit à la santé que tout à chacun a. Car s'il y a un coût pour avoir ces technologies qui nous permettent de vivre 100 à 200 ans, un certain nombre de personnes dans la population en seront privées. Donc c'est une question prégnante, ce sont des débats qu'il faut porter, et ces débats-là, Google ne les permet pas, parce que Google a un culte du secret. Je conclurai pour dire que certains vont dire que nous avons choisi d'utiliser Google, nous avons choisi d'utiliser ces technologies. En vérité, je ne le crois pas, on subit un effet moutonnier, c'est-à-dire que on sociabilise via Google, on sociabilise via ces applications-là, et tout le monde y est, et finalement, ne pas y être, c'est être exclu. Donc, ça pose un véritable questionnement démocratique auquel il faudra réfléchir. Et cette réflexion-là, Google ne la permet pas parce qu'elle porte un certain secret sur ses activités, et aujourd'hui, cela peut être dommageable pour tout un chacun. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, face au scepticisme de mon contradicteur, je ne peux être qu'interloqué. Je dirais même plus, face à tant de mauvaise foi, je ne peux être que consterné. Parce que oui, mon contradicteur, malgré ses beaux principes énoncés, n'en est pas moins un homme avec ses forces et ses faiblesses.
Alors comme moi qui me suis lamenté auprès de mes amis hier soir pendant que je préparais mon intervention devant vous, j'en suis certain. Il a demandé l'aide de son ami Google pour préparer son texte. Et maintenant, il vient le dénigrer sur la place publique pour le jeter au lion. Un peu à la manière, finalement, de ces personnes qui, après avoir passé une bonne soirée avec leurs colocataires, vont le balancer directement aux forces de l'ordre le lendemain matin quand elles font une perquisition de l'appartement commun pour une sombre affaire de stupéfiants. Imaginez la scène. Non, non, monsieur l'agent, je ne le connaissais pas tant que ça finalement, il a l'air un peu louche, et à vrai dire, je ne vis pas tout à fait ici. Si vous me voyez là en ce moment, c'est parce que je suis en train de faire mes valises, parce que je rentre chez mes parents. Sérieusement, quel genre d'ami ferait ce genre de personne? Alors soit, je vais vous prouver, par A plus B, que Google est notre ami. Un ami, c'est quelqu'un qui vous aidera à cacher un cadavre, même si vous l'appelez à 3 h du matin, complètement paniqué, avec le corps de votre ex dans le coffre de votre Sandero. Vous avez déjà demandé à Google comment se débarrasser d'un corps? Moi, oui. Enfin, je vous rassure, je lui ai demandé pour préparer mon intervention. Je n'ai rien d'autre à cacher, c'est juré. Eh bien, en tout cas, vous savez toutes les choses que vous pouvez faire avec une bassine en polyéthylène et une dizaine de litres d'acide fluorhydrique? Moi, oui. Et si ça vous intéresse, je peux vous en parler juste après ça. Mais en tout cas, sachez que Google est un ami de très bons conseils. Google, c'est aussi cet ami qui vous tirera de toutes les mauvaises situations. Ici, qui n'a jamais demandé à un ami de l'appeler pendant un rencard? Comme ça, si la personne que vous avez en face de vous vous gonfle ou vous promet de vous laisser une note assez salée au restaurant, vous pourrez prétexter un accident d'hélicoptère d'un proche ou alors un accident de gyropode. Et si vous ne savez pas ce que c'est un gyropode, je vous invite à regarder sur Google ce que c'est. Comme ça, vous pourrez quitter les lieux le plus vite possible pour vous sortir de ce mauvais pas. Le problème, c'est qu'une fois sur deux, cet ami oublie de vous envoyer le message. Le traître. Bonne soirée après ça. Alors quelle est Google Alarme? Vous planifiez l'heure à laquelle votre téléphone sonnera pour vous envoyer le message salvateur qui vous permettra de quitter les lieux au plus vite. On aime aussi des amis à se confier à eux. Google, vous pouvez vous confier à lui, il ne vous jugera pas. Et encore mieux, je dirais, en retour, il ne vous fera pas part de ses états d'âme ou de ses histoires sentimentales dignes d'Hélène et les garçons en retour. Vous pouvez demander à Google où se trouve le McDo le plus proche, ouvert à 2 h du matin la nuit de Noël. Il vous dira où il est et ne vous jugera pas sur vos habitudes alimentaires. Vous voulez demander où se trouve l'endroit de votre rendez-vous à Google? Il vous dira où c'est, il vous mènera à bon port, il le fera bien, il ne se trompera pas et surtout il ne critiquera pas votre conduite. Et ensuite, vous pouvez demander à Google si la taille de votre sexe est dans la moyenne. Il vous répondra. Il vous répondra que oui, elle est dans la moyenne. La moyenne asiatique. La moyenne quand même. Mais surtout, il ne vous jugera pas. Google est un ami dévoué, il ne vous jugera jamais. Enfin, selon un sondage de la Sofres de 1983, plus de 60% des couples mariés se sont mariés et se sont rencontrés grâce à un groupe d'amis communs. Aujourd'hui, les choses n'ont pas tant changé que ça. Nous avons tous un ami commun, Google, et il suffit de lui demander d'aller sur Mythique pour qu'il reprenne son habit de copilote pour vous offrir plus de 60% de chances, c'est prouvé, de trouver l'âme sœur, la femme de votre vie, ou à défaut, la femme de juste une nuit. Et puis son port d'amour, le chef-d'œuvre de Spike Jones, ne nous raconte-t-il pas l'histoire d'un homme qui est tombé amoureux de son ordinateur? Alors, si Google nous permet de vivre l'amour, il n'y a pas moyen de rester juste amis? Sérieusement, qui ici n'a jamais entendu ça? Eh bien moi, chers membres du public, chers membres du jury, je suis fier de vous dire qu'avec Google, oui, c'est possible. Je vous remercie.
J'ai une question pour chacun d'entre vous. La première pour Monsieur Torrent. Si Google est votre ami, diriez-vous que Facebook est votre ennemi? Facebook est le premier référencé sur Google dès qu'on tape la lettre F. Donc si Facebook est l'ami de mon ami Google, alors non, ça ne peut pas être mon ennemi, mais je dirais qu'il est un ami commun. Merci. Une question pour Monsieur Levin. Un philosophe a prononcé la phrase suivante: si tu n'as pas d'amis, prends un curly. Google est-il le fournisseur officiel de biscuits apéritifs? Écoutez, je pense que Google, avec sa capacité de faire de la publicité, serait le premier fournisseur de curly au monde. Si jamais on tapait curly dans le moteur de recherche, automatiquement on aurait 2 tonnes, tous les goûts de curly sur le bord de la page, et on pourrait se goinfrer de curly. Donc oui, je pense que Google serait le premier fournisseur de curly. Je vous remercie. Alors donc, puisqu'on est dans les questions 2.0, une question déjà pour Monsieur Levin. Vu que Google n'est pas votre ami, est-ce que c'est plus facile d'avoir une relation avec Siri? Écoutez, j'ai pas essayé encore pour tout vous dire, mais la voix ne me plaît pas, je préfère les voix un peu plus suaves. Donc je dirais que non, c'est pas ma tasse de thé. Là, si elle pouvait dire votre prénom avec une voix féminine et un petit cri de plaisir, vous ne direz pas non. Je sais pas, ça doit avoir des vertus aphrodisiaques, j'en sais rien. Donc justement, pour rester un petit peu dans ce thème-là, pour Monsieur Torrent, si on part justement de l'idée un peu étrange que Google est votre ami, est-ce que YouPorn est votre âme sœur? Je dirais que si Google est à mes amis ce que YouPorn est à mes âmes sœurs, je dirais que YouPorn est plus un entremetteur, un Mac qui vous permettrait d'avoir tout ce que vous voulez finalement. Alors, également des questions. Première question pour qui? Pour Monsieur Torrent. Pensez-vous que se rechercher soi-même sur Google soit idem que de se masturber en pensant à soi-même? Non, mais faire une recherche de son propre nom sur Google, ça revient en fait à demander à un de ses amis ce qu'il pense de nous. Très bien, merci. Une question pour Monsieur Levin maintenant. Vous avez évoqué l'homme numérique. Du coup, l'homme numérique a-t-il une prétention à l'éternité, et si oui, connaît-il vraiment le temps? Écoutez, je ne sais pas si l'homme numérique a une proportion à l'humanité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au maintenant, on a à l'éternité, oui. On a maintenant des stèles qui sont organisées via Facebook, donc référencées sur Google, et maintenant, vous avez votre vie qui reste ancrée sur le réseau au fil des temps, donc finalement, l'homme numérique reste dans le marbre de ce qu'est Google. Nous allons maintenant passer à la joute suivante, troisième joute. Juste un instant. Et on fermera les portes de l'amphi le plus vite possible. S'il vous plaît. Ils sont là.
Très bien, je vous remercie de vous installer un petit peu rapidement, je suis navré de vous presser. Merci beaucoup. Bien, cette troisième vote sur le sujet « Le temps ne fait-il rien à l'affaire ?» défendra le pour Madame Manon Armand et défendra le contre Monsieur Pierre Martellat. On commence avec le pour Madame Manon Armand. Mesdames, Messieurs, membres du jury, comme le disait Brassens, le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. C'est donc l'histoire de 4 hommes, 4 cons, que je viens vous conter ce soir. De par leur état de cons, tout le monde les montrait du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Car s'il est vrai que les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux, et préfèrent les chemins qui mènent à Rome, si cette Rome-ci est capitale de la connerie, peut-être faudrait-il finalement songer à s'écarter de ces pavés. Mais revenons à nos 4 cons. Voici que l'un d'eux se sent dédaigné et décide à ce titre de changer son état. Malgré tous ses efforts, rien n'y fait. C'est que Dieu, s'il existe vraiment, il exagère. Vous m'entendez bien, il exagère. Il n'y aurait que les cons qui ne changent pas la vie, mais si en plus, on empêche les cons de devenir raisonnables, oh femme de chichon, qu'on est mal barré. Alors, je ne vous apprends pas que Brassens, bien avant nos chères petites têtes pensantes du concours, avaient posé ces quelques mots déjà. C'est donc le titre d'une de ses célèbres chansons, et il ne faut point s'y tromper, non. Celle-ci ne s'intitule pas « Lorsqu'on est con ». On est con. Bien qu'il m'apparaît que cette vérité est en soi la plus juste de ces déclarations. Comme pour toute introduction qui se respecte, et laissez-moi, mesdames, messieurs, le loisir de ce confort, définissons le sujet. Le temps ne fait-il rien à l'affaire? Si le temps reste une entité complexe et insaisissable dont même saint Augustin, grand philosophe du temps, en parlait en disant « Qu'est-ce que le temps ?» Si personne ne me le demande, je le sais. Si je dois l'expliquer à celui qui me le demande, je ne sais plus. L'affaire, elle, semble bien plus facile à définir. Selon le Larousse, l'affaire est ce dont on doit s'occuper, ce qui concerne quelqu'un, ce qui relève de quelque chose, une situation délictueuse dont le règlement est confié à la justice. De tout cela, je peux affirmer que Démosthène est une grande affaire. Un concours des plus importants pour les étudiants de la faculté et en relève de l'honneur de l'éloquence que nous confions à candidats et jury. Alors oui, Démosthène est une affaire et je vais sans délai m'y atteler. Je vais donc à petit trot tirer mes arguments dans la brouette qui suit. Non, le temps ne fait en rien changer l'affaire. Si l'on regarde une famille, que mon père ou ma mère biologique meurt, disparaissent, que je sois né sous X, ou qu'il me voue une haine sans merci, haine pouvant être réciproque, entendons-nous bien.
eh bien, ils resteront toujours mon père et ma mère. Même mort et enterré, le lien biologique et naturel est indestructible. Il pourra, à l'évidence, être oublié, mais assurément pas changé. Et puisque ma famille me concerne personnellement, c'est mon affaire. De même, le caractère de chacun est son affaire, et hélas, il est loin de changer avec le temps. Ainsi, même si timide, semble demander à Blanche-Neige de plus en plus de bisous avant d'aller travailler dans la mine de diamants, cela ne change rien à sa timidité et au fait qu'il restera un peu éloigné des gens. Et grincheux, mais même s'il semble être plus ouvert, il gardera toujours au fond de lui cet air bourbon qui le rend attachant et toujours un peu embêtant. Oh, tiens, cela me fait penser à quelque chose, un concept, le grand brin ténébreux. Mais le temps commençant à me faire défaut, je me dois de vous laisser en compagnie de mon contradicteur qui cherchera à attaquer ma thèse. Mais qu'à cela ne tienne, le temps ne fait rien à l'affaire et le résultat de notre joute, vous le verrez, j'en suis certaine, en témoignera. Merci. En parlant de grand brin ténébreux, me voilà. Avant de commencer, je voudrais dire bonjour aux copains d'abord, qui sont venus là pour me soutenir pour un sujet qui n'était vraiment pas bateau. Messieurs les jurés, mesdames et messieurs du public, aujourd'hui, ce doit être le procès contre la liberté d'expression, contre les abus de la liberté d'expression. Excusez-moi. L'accusé est le pamphlet libertaire, le temps ne fait rien à l'affaire. Les plaignants, les cons caducs ou cons débutants, vieux cons de la neige d'antan. L'auteur de cette balade négationniste, niant en tant sa capacité à faire quelque chose de l'affaire, bien que celui-ci lui réglait la sienne, Georges Brassens, né à Sète, mort de ne pas l'avoir été. En effet, ce dernier affirme que le temps ne fait rien à l'affaire. Et qu'en conséquence, un con restera un con, comme le soutenait ma contradictrice. Toutefois, le propos va plus loin, car si l'on fait l'exégèse du titre seul, l'auteur pose comme vérité générale l'incapacité au temps de résoudre quelque problème que ce soit. Mais tâchons pas d'attaquer le couperet sans avoir pris le temps de l'analyse et analysons. Je vais proposer une analyse un peu différente de ma contradictrice sur les termes du sujet. Tout d'abord, il parle de l'affaire. Oui, mais quelle affaire? L'affaire Dreyfus, l'affaire Bettencourt, l'affaire de célébrité, bien que dans cette dernière, il y a un sacré lotron. Bien, l'affaire ici n'est pas entendue. Nous ne pouvons pas nous entendre, donc nous ne pouvons plus nous étendre. Si je prenais toutes les définitions des divers dictionnaires, comme je pourrais les trouver, nul doute que vous prendriez le temps pour me demander de la fermer. C'est pourquoi je serai plus synthétique. Une affaire, c'est tout ce qui est l'objet d'un intérêt ou une préoccupation. Vous parliez tout à l'heure qu'il faut faire un juge, qu'il faut un juge pour régler l'affaire. Je sens que vous vous sentez la main carbonnier, mais celui-ci ne déclarait-il pas qu'il y avait des hommes de non-droit? L'affaire en est une. Cependant, dans le cas présent, le mot affaire est précédé de l'article défini L'. Donc, ce ne devrait pas s'entendre comme n'importe quelle affaire, mais comme une seule et unique affaire. Il convient donc de trouver quelle est-elle. Si on analyse la chanson, comme l'ont fait les plaignants, ce serait l'incapacité à con de changer de sa situation. Le problème, vous le voyez tout de suite. Nous sommes tous un petit peu cons. Nous sommes tous donc des victimes dans l'affaire. Et comme j'en ai marre d'être vulgaire, je vais être de mauvaise foi et dire que l'affaire nous concernant tous, nous pourrons, comme bon nous semble, utiliser nos affaires personnelles comme objet de la diffamation. Chacun a en effet une affaire qui correspond en lui à son affaire. Le temps, quant à lui, est une grosse mouche, piqueuse et suceuse, dont la femelle se nourrit du sang des animaux. Excusez-moi. Dans les citations, j'ai fait la mauvaise définition. Alors, le temps, c'est le milieu indéfini où paraissant se dérouler irréversiblement les existences dans leur changement. Irréversiblement, changement. Le temps repose quasi exclusivement sur une idée de changement. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de définir que le temps passe. Comment osez-vous alors justifier que le temps ne peut rien faire à l'affaire? Le temps, c'est aussi le temps qu'il fait. Mais là, vous dites, c'est un hors-sujet. Pas du tout. Réfléchissez au temps qu'il fait aujourd'hui, la pluie. Que fait le pluie à l'affaire?
À la ferme, il fait fertiliser les champs. Donc, même au temps, pour le temps qu'il fait, le temps sert à la faire. Ensuite, l'expression même, faire à la faire, c'est une expression signifiant améliorer une situation présente. C'est quelque chose de positif, d'optimiste. Donc, comprenons le sujet. Le temps qui passe et qui change irréversiblement les existences suffit-il ou non à améliorer une situation initiale donnée comme telle? Ce qui est reproché par l'auteur, M. le Moustachu, c'est la capacité au sens seul d'avoir ce pouvoir. L'auteur ne dit pas « le temps n'est dans rien à faire », mais le temps ne fait rien à la faire. Ravi alors sera la chenille hideuse qui dans son cocon dira « jamais le temps ne fera de moi un joli papillon ». Ravi le petit gorillon qui dans le sein de sa mère dira « jamais je ne serai aussi fort que papa mon gorille ». Le temps fait à l'affaire, je dirais même plus à toutes les affaires, aux affaires. Le temps, c'est de l'argent. Et dans les affaires, si on n'a pas d'argent, on fait de mauvaises affaires. Et comme nous sommes tous des artisans professionnels, nous aimons tous faire de bonnes affaires. Le temps fait donc l'affaire. Soyons un peu plus sérieux maintenant. En parlant de physique, nous nous déplaçons et vivons actuellement dans 4 dimensions. Les 3 premières constituent l'espace, le 4e, le temps. Sans cette composante, nous serions tous en état de stase. Rien ne changerait, tout resterait tel quel. Si vous pouvez ainsi me dire que le temps n'est pas responsable de l'amélioration de quelques situations, c'est que vous affirmez que le temps ne fait qu'empirer la situation, ou mieux la préserver dans sa médiocrité. Lorsque vous dites que le temps ne fait rien à l'affaire, je vous pose cette question et vous demande une réponse honnête. Notre affaire, tous les deux, c'est ce concours de Démosthène. Ce soir, c'est aussi de savoir si le temps fait à l'affaire. Les sujets étant proposés à 17h hier soir, je voulais savoir si à 17h01 votre propos était établi et si à 17h02 vous l'aviez mémorisé. Que le temps de l'apprendre n'était en rien responsable de la charmante élocution que vous avez tenue tout à l'heure. Si oui, c'est impressionnant. Mais je doute que vous aurez eu cette capacité de façon innée. Vous aurez dû la former, la cultiver au fil des âges. Vous pourriez me rétorquer qu'après avoir écrit votre texte, ayant été ou non satisfait de ce que vous avez écrit, vous avez dit que, quoi qu'il advienne, le temps ne changera rien à l'affaire et il restera comme il a été. Certes, mais si l'encre que vous n'avez pas séché sur votre feuille, grâce au temps, auriez-vous été capable de lire ce que vous avez marqué sur cette feuille? Et si vous ne vous en servirez pas, à moins de posséder une mémoire hypothétique, comment auriez-vous pu mémoriser l'instant éphémère où l'encre s'est posée sur la feuille avant de couler au sol? Moi-même, quand je lisais le texte que j'avais écrit tantôt, je dois avouer, j'étais un peu sceptique. Je trouvais que le temps ne m'aidait pas. Même pire, je voulais servir votre propos en disant « le temps ne fait rien à l'affaire ». Après un court passage chez mon psychiatre, je lui ai demandé comment se fait-il que je ne trouve pas mon texte meilleur alors que le temps passe. Il dit « si votre texte n'est pas meilleur, c'est que vous êtes meilleur. Vous avez réussi à vous détacher de plus en plus de votre ego et de la lecture personnelle que vous aviez sur ce texte. Le temps ne me permet pas d'améliorer le texte, mais me permet de m'améliorer comme être humain. » Il n'a pas réglé cette affaire précise, mais avait réglé une autre affaire, celle de mon bien-être. L'éloquence, car tel est le critère sur lequel nous serons jugés aujourd'hui, ne peut dépendre que de l'aisance avec laquelle je dis mon texte, qu'il soit mauvais ou bon selon vos critères subjectifs. Et vous-même, avec le temps, en ayant écouté plusieurs discours, vous améliorerez et serez plus à même de juger les différentes tirades tenues devant vous. Tout à l'heure, vous évoquiez des nains. Vous évoquiez aisément timide. Vous évoquiez aisément grognon. Grincheux, je veux dire. Ce sont des choix personnels et très subjectifs. Si nous prenons par exemple le prof, je pense que d'ici sa 60e année, il sera plutôt appelé retraité, non? Le temps fait donc à l'affaire. Si ce n'est pas directement, si ce qui est gravé dans le marbre se doit de le rester, il améliore la pensée humaine. Il nous permet d'acquérir le recul nécessaire. Il permet de régler les peines d'affaires du cœur. Par exemple, il efface les pensées qui nous retiennent dans le passé, à une époque où on était un peu moins bon. Je vous le disais plus tôt, nous sommes tous un petit peu cons. Certes, nous le resterons, mais le temps fera en sorte que nous le soyons un petit peu moins. Je vous remercie. Je vois que nous avons parmi nous un des plus grands théoriciens et philosophes du temps, puisque mon
cher contradicteur a réussi à définir le temps là où Saint-Augustin n'a pu le faire. Et comme je suis polie, je me dois de répondre à votre question. Et je tiens à vous dire que l'encre qui a séché sur ma feuille n'est pas du fait du temps, mais du fait de l'acte de sécher. Nuance. Enfin, vous me parliez de prof, mais prof porte son nom car il est le nain qui apprend, qui fait grandir. Et peu importe l'âge, qu'il soit jeune ou retraité, nous pouvons apprendre et faire grandir les autres. Mais aussi avec tous ces arguments fallacieux, dans tout ça, où est l'amour? Où est le destin? Qui oublie ses premiers émois? Admettons, si vous n'avez pas vraiment été amoureux et que vous vouliez que vous oubliez votre première fois, pourquoi pas? Mais vos premiers émois! Ces yeux bleus, verts, marrons, ce sourire au coin, ces mots que nous espérions tout droit sortis de romans d'amour de rose auxquels nous croyions encore. Et puis, que fait le temps à l'affaire quand on court désespérément des mois, des années durant derrière cet autre qui ne nous aime pas? Nos avances et harcèlements ne servent à rien. Et le temps, c'est dommage, ne change décidément rien à l'affaire. Et ce destin insaisissable, dont une force divine joue, définissant invariablement nos futurs, à chaque affaire encore, qu'importe le temps, celui-ci ne change rien. Même Apollon et ses pairs s'inclinaient devant cette destinée-là. Alors bien sûr, vous allez me parler de la mort. D'ailleurs, j'ai été très surprise de ne pas entendre mon contradicteur utiliser cet argument-là. C'est la mort qui arrête le temps d'un homme. Mais finalement, à bien y regarder, et selon la conception bouddhiste, le temps est cyclique. Et la mort n'est en fait qu'un recommencement. Brassens lui-même en est le parfait exemple. Molière, dans sa pièce du Misanthrope, écrivait déjà que le temps ne fait rien à l'affaire, et ce, pour écrire un sonnet. On voit donc que 288 ans plus tard, que Brassens est en fait la réincarnation de Molière, Molière qui ne lâche toujours pas son affaire de dénonciation des vices des hommes, que ce soit de la tromperie à la connerie. L'affaire Molière n'est toujours pas terminée. Et si vous ne croyez pas à cette réincarnation, eh bien sachez que le quart d'heure de composition du sonnet du Misanthrope se trouve encore chez Brassens, dans le quart d'heure de l'arc-en-ciel. Je souhaiterais maintenant passer à l'art. L'art et ses œuvres qui restent intemporelles. Mozart reste Mozart, la Joconde reste la Joconde, et l'on peut penser que Brassens restera Brassens et Brel restera Brel. Le monde tournera, de nouvelles choses viendront, mais il y aura toujours autant de Chinois pour venir voir la Joconde, et toujours ces irréductibles pour écouter avec passion ces génies, ces fous qui nous ont envoûtés. Si ma famille reste ma famille, si mon caractère reste tel qu'il est, si je ne puis effacer mon premier amour, et si ma destinée a déjà été choisie, ma vie ne sera qu'un éternel recommencement. Et même si vous avez quelques doutes sur la pensée bouddhiste et que vous avez une conception plus classique de la mort, vous conviendrez alors que lorsqu'on est mort, on est mort. Le temps ne changera rien à l'affaire. Ainsi, le temps ne fait rien à l'affaire depuis Démosthène, et qu'importe les ans, l'éloquence demeurera dans la bouche de quelques candidats, de quelques professeurs, de quelques avocats. De l'éloquence au droit. Merci. Alors, une première question à Madame Armand. Avez-vous réellement affirmé devant un barbu, c'est-à-dire moi, Dieu exagère? Si oui, n'avez-vous
pas peur de mourir, mais comme le dit Brassens, de mort lente. Eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit, la vie est cyclique, le temps est cyclique, et par conséquent, si je meurs de mort lente maintenant, je serai assurée de revivre plus tard, alors non, je n'ai pas peur. Et il faut prendre du risque dans la vie de toute manière. Juste une question pour monsieur avant. Monsieur Martella, vous affirmez, enfin vous définissez en tout cas le temps comme l'espace. Si oui, partirez-vous à temps ou êtes-vous de votre temps? Je suis un jeune homme dans le temps, oui en effet. Partirai-je à temps? Non, car nous avons commencé en retard. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on traite un sujet, on doit évoquer les gens qui vous inspirent. Donc en matière de conneries, quels sont vos maîtres à penser? Monsieur Pégalan, mais n'est-ce pas pour cacher son incapacité à répondre à la question? Donc, qui sont les personnes qui m'ont inspiré? Je dirais moi, pour commencer. Et très sincèrement, je dirais Molière, puisque je suis une fervente lectrice de ses livres, et Molière est un roi de la comédie française. Personnellement, je n'admire pas des cons. Et encore moins Molière, car je trouve que c'est un homme surfait. Donc oui, comme disait madame, je prends du temps pour répondre à mes questions, mais mon conte préféré, c'est peut-être mon conte de père qui les matins me réveillait en me frappant avec, après sa bouteille d'Armagnac, et me disait « Tu peux aller là !» alors qu'il n'était que 7h30 du matin et que, étant charron, l'heure c'était toujours 6h. Deux questions, une pour chacun d'entre vous. Pour Madame Armand, alors vous nous avez dit pendant votre exposé que Augustin n'arrive pas à définir le temps. Qu'en pense Gérard Cornu, auteur du vocabulaire juridique? Qu'en pense-t-il? Eh bien, si vous me donnez le dictionnaire, je pourrais vous lire les définitions sur le moment. Je n'ai pas la définition en tête. Je vais donc devoir botter en touche sur cette question, bien que je tiens à signaler que Cornu est quand même un très grand théoricien du droit et non pas du temps, contrairement à Saint-Augustin. Aussi, je préférais plutôt me baser sur Saint-Augustin pour la question du temps. Merci. Monsieur Martella, vous avez dit que le temps repose sur le changement, l'évolution. Le temps est-il à l'homme ce que Mescarpe est à Léviator? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le niveau de Magikarp. Eh bien, je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la chute suivante. Les candidats vont rentrer dans l'amphi. Bonsoir.
de l'amphithéâtre, s'il vous plaît. Ah, un dernier. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Super. Bienvenue. Prenez place. Si vous tournez en train, on peut peut-être fermer la porte en haut. Très bien, merci. Donc, dernière route de ces huitièmes de finale du concours Démosthène sur le sujet « Est-ce que c'est toi, John Wayne ?» défendra le pour Monsieur Paul-Henri Devez et défendra le contre Madame Sabrina Amoroso. On commence avec le pour Monsieur Paul-Henri Devez. Mesdames, Messieurs, la question que je traite relève du rapport à l'identité. Identité que je vais décliner devant vous. Donc, je suis né la même année que Pierre Mendès France, j'ai joué dans 175 films, mais je n'ai eu qu'un seul Oscar. Je suis parodiquement le plus classe du monde, je suis surtout connu pour mes westerns, j'ai le même patronyme que Batman. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis John Wayne. Je suis John Wayne. On m'appelle le Duc. Je reste aujourd'hui, grâce à mes films, le symbole d'une certaine masculinité. Je suis cet homme viril, dur, solitaire, un peu machiste. Et je le suis resté tout au long de ma carrière. Un jour, j'ai d'ailleurs dit, j'ai joué John Wayne dans tous mes films. Ça m'a plutôt pas mal réussi. Je vais vous emporter dans ma chevauchée fantastique. Les vautours tournent au-dessus de moi dans le ciel. Et tout comme Charles de Gaulle ce soir, je m'apprête à faire ma traversée du désert. Ah, de Gaulle, c'est un peu le John Wayne français, non? Le bad boy de Colombey et des églises. Il disait d'ailleurs, la difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Or, voyez, regardez-moi, j'aime la difficulté, j'aime m'étreindre avec vous, cher jury, avec vous, peuple Démosthène, même avec vous, chère contradictrice. Ce soir, en Benjamin Button de moi-même, je vous montre à quoi, moi, John Wayne, je ressemblais jeune. À mes détracteurs qui oseraient me dire que je ne suis pas celui que je prétends être. Je vous répondrai, le shérif, ici, celui qui décide, c'est moi. Qui n'est pas d'accord avec ça, demain, devant la BU, quand le soleil sera à son zénith, je te ferai mort dans la poussière. Devant vous, John Wayne, n'est plus looké avec Lucky Luke. J'ai troqué mon Smith & Wesson pour du Paul Smith & Wesson. C'est le calibre de mes mots que je dégagerai au plus vite ce soir. Regardez-moi, oui, regardez-moi, en bon disciple de Lombroso, en physionomiste persuadé que les traits du visage révèlent mon état. Voyez mon faciès impérieux, durci par le soleil. Voyez cette mâchoire habituée à la chic du tabac. Voyez ce regard d'homme des plaines. Non, vraiment, ne sont-ce pas là les traits de John Wayne qui s'incarnent en moi? Il est vrai que je suis un homme tranquille, mais pas inactif pour autant. Qui mieux que moi a su représenter une mission d'intérêt général? Mais oui, combien de fois ai-je fait respecter la loi? Ce cow-boy chasseur de primes n'est-il pas le premier contributeur occasionnel au service public? Alors, combien de fois ai-je fait respecter la loi? Plus ou moins 145 fois, autant de filles. On m'opposera mon décalage à la jeune génération. Le playboy moderne, c'est Justin Bieber. Contrairement à moi, il n'a rien de viril, il n'a même pas de poil au menton. Contrairement à moi, non, vraiment, ce n'est pas
un homme de classe. Finalement, le gamin, il est mignon, ce serait mon fils. Chinois droit, c'est moi qui l'oublie. Ah, que les jeunes filles sont amoureuses de ces effets. Ça me rend triste. Quand je pense à vos mères, toutes folles de moi en sortant du cinéma, j'étais pour elles l'homme, le vrai, le mythique, le beau, le valeureux, le tendre, le protecteur. Qu'il est triste d'avoir perdu ses valeurs de héros. Bonsoir à tous. Ce que vous venez de voir est un cas d'école. C'est le dédoublement de la personnalité poussé à son paroxysme. Paul-Henri est malade. Et je le suis depuis plusieurs années maintenant. J'ai beaucoup d'anecdotes sur le sujet et je me rappelle quand il avait déjà 8 ans et que sa maman l'emmenait faire un tour de diabline dans les ruelles penchues d'Aix-en-Provence. Paul-Henri s'imaginait dans une diligence arpentant les plaines et les vallées de l'Ouest. Quelques années plus tard, je m'en rappelle très bien, Paul-Henri, tu m'as parlé du jour où tu as débarqué une après-midi sur la plage des Catalans, zigzagant à travers les bunkers de papier de sable. Puis soudainement, tu perdis ton slip de bain en voulant éviter une grenade allemande, sournoisement jeté par un maître nageur aux allures germaniques, révélant ainsi que ton colt nacré n'était pas aussi gros que celui du vrai John Wayne. Mais que l'on se rassure, tu n'as finalement rien à envier à John Wayne si la gloire d'un homme, Paul-Henri, s'est longtemps mesurée à ses triomphes de guerre. Maître Yoda nous rappelle que par la guerre, personne ne devient blanc. Et puis, bon, quelques semaines plus tard, Paul-Henri revint me voir et me tint à peu près ce langage. Écoutez, docteur, je veux m'inscrire aux élections universitaires. Je veux conquérir les plaines hasardeuses de la faculté. Et comme il vous l'a dit, qui mieux que lui représente le French Way of Life, ne l'a-t-on pas vu, remontant le cours Mirabeau, une baguette de pain sous le bras dans sa plus belle marinière. Mais alors là, je lui dis, Paul-Henri, assis-toi, reste tranquille. Tu n'es pas John Wayne, tu n'es pas John Wayne, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, tu te rends compte que John Wayne incarne un héros des États-Unis. Or, un peuple choisit son héros en fonction des valeurs qu'il incarne. John Wayne incarnait l'homme blanc supérieur d'un pays qui, pendant longtemps, a pratiqué la ségrégation raciale. Alors, je sais que tu considères Marseille comme rien de plus que le tiers-monde. Je me l'ai dit. Mais je ne crois pas, je suis persuadée, Paul-Henri, que tu es quelqu'un de tolérant. Tu n'es pas John Wayne. Et si l'on t'a aperçu, rue de la Verrerie, courir derrière un chat d'égout, un chat de gouttière, c'était sûrement que tu le prenais pour le lion de Néné, tentant toi aussi, comme Héraclès, dont les 12 travaux résonnent encore, de t'affirmer. Et je te pousse vers cette voie-là, Paul-Henri, je t'encourage à chercher qui tu es. Mais tu n'es pas John Wayne. Si, je vais finir par une petite anecdote. Normalement, c'est entre nous, mais rappelle-toi du jour où tu m'as invité à dîner, et au bord auprès de ta cheminée, une hallucination te vint. Et je te perdis ce jour-là, Paul-Henri. Paul-Henri se mit à parler de la guerre du Vietnam avec une nostalgie, comme s'il l'avait vécue. Alors, évoquant la douce odeur du napalm, imitant le bruit de la GGN, et puis il se saisit du fusil de son grand-père et faisant claquer ses bottes, me menaça. Et je lui dis, Paul-Henri, nous ne sommes pas dans les bérets verts. Cesse donc, tu n'es pas cet infâme républicain, ce propagandiste, reviens à la raison. Ce n'est pas du service public
comme tu l'as dit auparavant, Paul-Henri, ce n'est pas ça la propagande. Alors, je ne te vois pas, comme j'ai parlé de républicanisme, je ne te vois pas, quelques années auparavant, aller, l'arme au poing, débarquer en Irak sous couvert d'y apporter la démocratie. Tu n'es pas de ceux qui, comme John Wayne, figuraient dans des films de propagande, les produisaient même. Tu n'es pas de ceux-là, tu ne vas pas demain te rendre au Moyen-Orient, y apporter la démocratie. Tu n'es pas de ceux-là, Paul-Henri. Et j'aimerais te rappeler que tu es un républicain français. Je t'ai aperçu à la marche du 11 janvier 2005, ou alors peut-être es-tu seulement la Mata Hari des temps modernes, mais dois-je te rappeler le sort qu'il a attendu? Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, peut-être dans un livre érotique nommé « Tout le monde ne peut pas s'appeler John Wayne » ou bien était-ce le prix Nobel, Luigi Pirandello. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard, mais honnête homme, il faut savoir l'être toujours. Ma chère contradictrice, vous venez de nous offrir un beau détournement de discours. Le train de vos injures ne roule pas sur le rail de mon indifférence ici, ce soir. Malheureusement, vous tentez une charge héroïque. Oui, vous avez au moins ce mérite. Quoi de plus difficile que de s'attaquer à moi? Vous tentez de me flinguer avec vos arguments. Laissez-moi vous dire, ce soir, vous n'avez pas les yeux revolver, vous n'avez pas attiré la première, pour vous c'est foutu. Alors, on m'a dit, et on m'a défini comme un schizophrène. N'a-t-on pas eu la démonstration d'amitomanie? Non, clairement, vous invitez à dîner, vous prenez vos rêves pour des réalités. Alors, oui, vous me reprochez d'avoir un discours républicain, d'avoir mes idées, finalement, sur ce qu'est l'ordre, sur ce qu'est la morale, mais paraphrasant Ségolène Royal, que vous aimez beaucoup, l'ordre juste. Non, comme Nicolas Sarkozy, je vous rétorquerai, l'ordre juste, c'est juste de l'ordre. Alors oui, honnête homme, il faut être toujours un héros. Finalement, petit, vous, n'avez-vous jamais joué au cow-boy? Public, vous qui malgré tout gardez votre âme d'enfant, combien de fois vous êtes-vous identifié à moi? Aujourd'hui encore, membre du jury, vous guidez votre cheptel des plaines de Montperrin jusqu'aux montagnes de Portalis. Vous êtes tous des cow-boys finalement. On a tous quelque chose en nous du mythe de John Wayne. John Wayne, c'est moi, c'est aussi vous. Alors, oui, misogyne, je le dis, c'est vrai, je l'assume, John Wayne a toujours un peu été. À ceux qui pourraient me rétorquer ce soir que je n'aime pas les femmes. Mon nom de naissance n'est pas John Wayne. Mon nom de naissance, c'est Marion. Marion Morrison. N'est-ce pas là la preuve que tout schizophrène a effectivement deux personnalités? Mais cette schizophrénie, moi, c'est ma part de féminité que j'ai en moi. Une part de féminité qui m'a permis d'être l'homme ultime, l'homme de référence de la masculinité. Oui, j'aime les femmes. Après tout, j'en ai épousé 3. J'en ai épousé 3, et... Non, vraiment, faut raconter n'importe quoi. Moi, la femme, je l'aime bien quand elle est à la maison, qu'elle ne fait que rincer, qu'elle tient mes pelotes. Non, décidément, non. Alors il est vrai, je suis ange pour certains. Je suis mauvais garçon pour d'autres. C'est ainsi que j'ai commencé. Mais rappelez-vous, je suis le dernier des géants. Je suis l'unique, je suis l'homme, je suis, mais je serai John Wayne. Je suis,
vous serez aussi John Wayne. Comme je le disais, demain est la chose la plus importante de la vie. On nous arrive à minuit encore tout propre. Quand il arrive, il est parfait. Il se blottit dans nos mains en espérant qu'on en ait tiré une leçon de la veille. Ma chère contradictrice, j'espère aussi qu'aujourd'hui vous tirerez une leçon pour demain. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ose espérer être pour vous le John Wayne des films, celui qui gagne à la fin. Alors, monsieur, vous nous avez dit que John Wayne était un symbole de vérité. Est-ce que ça veut dire que Clint Eastwood est une tannette? Alors, John Wayne est la référence du western américain. Clint Eastwood est la référence du western spaghetti. Finalement, je vous mets en opposition un américain, un italien, à votre avis. Lequel des deux est le plus efféminé ou maniéré? Mais Clint Eastwood est américain. Oui, mais il se révèle dans des films italiens. Mademoiselle. Parce qu'il faut quand même qu'on parle de vous à un moment donné. Vous savez, c'est le rapprochement entre John Wayne et les films de propagande. Ça, pourquoi? Parce que John Wayne a joué dans beaucoup de films de propagande. Vous m'entendez? Dans beaucoup de films de propagande, notamment les Bérets Verts que j'ai cités. Il était pour une intervention armée des États-Unis au Vietnam, ce qui est, ma foi, de son point de vue, quelque chose que l'on peut dénoncer aujourd'hui, quand on sait les effets de cette guerre sale, et c'est pour ça que je vous en parle. D'accord. Et est-ce que vous voyez justement dans le cow-boy, le saloon, la corde, le revolver, une forme de propagande, quelle qu'elle soit? Parce que c'est quand même ça qu'on retient de John Wayne. Vous voulez dire que, est-ce que dans le cow-boy je vois une certaine propagande? Moi je vois celle d'un homme macho américain qui se définit par son arme et par le nombre de personnes qu'il laisse derrière lui, et c'est une propagande que je dénonce aussi aujourd'hui. Monsieur Devez, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour mademoiselle, ne vous inquiétez pas. En 1968, John Wayne a réalisé un film qui s'appelle Les Bérets Verts. Pensez-vous pouvoir produire en 2015 Les Bonnets Rouges? Malgré le fait d'être John Wayne, il arrive parfois d'avoir des choix qu'on regrette. Les Bérets Verts, ça avait son époque. C'est d'ailleurs le seul film américain qui vante l'action militaire au Vietnam. Les Bérets Rouges aujourd'hui, je ne sais pas. Il faudrait avoir, je pense, malgré la production de celui-ci aujourd'hui, quelques années pour avoir du recul sur le sujet. Je vous remercie. Madame Roseau, psychiatre de votre état, après avoir réalisé l'analyse de M. Devez avec succès, pensez-vous pouvoir dire qu'un juriste doit être schizophrène pour réussir? Oui, je suis d'accord avec ça, parce que pour moi, un juriste se doit d'être l'avocat du diable. Et pour ce faire, quand bien même je ne crois pas en l'homme bon de nature, il m'est essentiel de pouvoir se dédoubler afin de comprendre la partie adverse et mener à bien un argumentaire. Merci. Merci. Alors, monsieur, pourriez-vous répondre à cette grande question, peut-être la grande question, Chuck Norris ou John Wayne? Finalement, si vous avez suivi mon argumentaire, John Wayne est un peu une référence pour nous tous. Je n'en doute pas qu'il en fut une pour Chuck Norris. Alors, John Wayne ou Chuck Norris? Le choix du cœur me dit John Wayne.
Le choix de l'humour, me dit Chuck Norris. Mais après tout, lui aussi n'est-il pas impénétrable? N'a-t-il pas pour seule virilité cette chose, et unique chose, qui lui arrive à la cheville? Merci. J'ai une dernière question. Pourquoi ne pas avoir abordé le film dont est extrait le sujet? Là encore, comme j'avais développé dans mon argumentaire il y a 2 jours, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, il aurait été facile, plus que facile, de servir des répliques du sergent instructeur en demandant à ma contradictrice combien elle mesure. Une question pour mademoiselle. Quelle indienne auriez-vous fait? Terroriste ou collabo? Indienne. Indienne. Je trouve votre remarque déjà très à propos. Nulle personne ne peut affirmer qu'elle n'aurait jamais collaboré. Il y a des situations où on ne peut revenir, on peut dire... Il est facile, monsieur, aujourd'hui pour moi, de dire jamais je n'aurais collaboré. Or, je ne sais pas. Et il est facile aussi pour moi de vous dire que jamais je ne me laisserai guider par des préceptes tirés de textes sombres pour affirmer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui je ne suis ni terroriste ni collabo et j'espère que c'est comme ça. Les 8e de finale sont maintenant terminés dans cet amphithéâtre et continuent dans l'amphithéâtre de Mirabeau. La dernière chose est encore en cours, je vous invite à ne pas y aller pour ne pas déranger les candidats. Et je vous invite maintenant à laisser le jury délibérer dans cet amphi où seront annoncés les résultats tout à l'heure. Merci beaucoup à tous et merci.